Bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 27 novembre. Merci d'être là parmi nous. Nous allons découvrir le workshop 203 offert par Aviram, la synthèse des enseignements de M. Kesh et Carolina, les nouvelles plasmatiques. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Je vous souhaite une bonne écoute. À toi, Aviram. Merci. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Super. Oui. Donc, le titre de notre menu aujourd'hui, c'est le secret du ressenti. Monsieur Kesh a beaucoup fait référence tout le long de tous les enseignements de l'importance des émotions. Il a même dit des fois que nos frères et sœurs africains et de l'Asie lointaine sont beaucoup plus avantagés que nous parce qu'ils vivent plus proche de leurs émotions. Donc, eux, ils peuvent plus facilement accéder au niveau de leur âme que nous, peut-être, mais il n'y a comme c'est pas une course d'abord. Et deuxièmement, si on a un peu pas la, comment on appelle ça, on n'est pas conditionné par notre éducation de vivre beaucoup sur le niveau d'âme, rien n'empêche qu'on peut se rendre compte de cette importance même à un âge avancé comme 36 ans comme moi. Et voilà, et ça ne va pas prendre une éternité pour y arriver parce que c'est pas quand on a une éducation qui n'est pas basée sur les émotions, ça ne veut pas dire on n'est pas conscient qu'il y a des émotions ou on n'est pas émotif. Tout le monde est émotif. C'est juste peut-être autres peuples ont plus d'aisance de vivre avec cela. Donc aujourd'hui, on va récapituler un peu le Knowledge Seeker numéro 303. Puis le One Nation, One Planet 96. Dans l'apéritif, vous allez trouver une adresse de contact officielle donnée par M. Kesh personnellement pour rejoindre la Fondation Kesh sur le niveau des gouvernements. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer tantôt. Un grand cru de Joël, nous avons. Ça, c'est la première fois qu'on a vraiment quelque chose à boire dans notre récapitulation. Et vous savez probablement, nous tous suivons notre sommelier Joël, sommelier plasmique, avec son travail dans les vignobles de Bordeaux, j'imagine. Ensuite, il y a une lettre modèle qui s'adresse au gouvernement du Canada. Une capsule sur encore mieux comprendre le Conseil universel, et cette capsule est vraiment importante. Un nouveau système d'éducation que je vais juste frôler parce que ce n'était pas très explicite dans la présentation de Pia de Danemark. Et comme d'habitude, un peu plus de profondeur sur les unités d'amélioration universelle. Le plat principal a 3 parties. L'intensité des champs qui dépend de nous. Ensuite, une nouvelle dimension de l'agriculture et le secret du ressenti. J'ai oublié un bullet. Et la nouvelle compréhension. Tout ça, c'est des thèmes séparés ou des capsules séparées, mais depuis que les enseignements sont très, très, très axés sur l'âme, tout est comme, en fait, un thème.
sauf un peu le dessert. Le dessert reste un peu matérialiste, communiste peut-être? Non, matérialiste seulement. Même pas matérialiste, juste on se réjouit aussi d'être capable de s'épanouir sur le plan matériel, n'est-ce pas? C'est juste ça. Donc, on va parler du principe du plasma pour la santé, un article partagé par Lisa, pardon, d'Australie. Ensuite, des conseils de Madame Carolina sur comment traiter les blessures des animaux de compagnie et aussi qui est très important, le virus parvo. Je vais vous en parler une fois rendu au dessert, mais on commence avec l'hors d'œuvre. Donc, la Fondation Kesh a publié l'adresse courriel, c'est très, très hermétique comme, s'appelle info@keshfoundation.org. C'est pour toutes les communications qui ont rapport avec vous ou nous si nous avons réussi à avoir une entrée ou un contact avec notre gouvernement. Le gouvernement est intéressé et veut contacter la Fondation Kesh. C'est ça le courriel pour ça. Ce n'est pas un courriel pour partager vos commentaires ou questions. Pour ça, vous êtes prié d'utiliser cette émission-ci en français ou Knowledge Seeker Workshop tous les jeudis ou One Nation, One Planet tous les mardis et une fois par mois les lundis, l'émission sur les témoignages. Vous pouvez aussi, ce que je vous conseille de toute façon, contacter les pages, les groupes Facebook. En français, on a actuellement 3. On a le groupe francophone officiel. On a le groupe francophone québécois officiel. Et on a Plasma Laurentide non officiel. Voilà. Et là, vous pouvez poser toutes vos questions et laisser vos commentaires. Donc, cette adresse-là, elle est vraiment réservée pour des contacts importants au niveau politique. D'accord? Ensuite, la lettre du Canada, je l'ai remplie avec mon nom et tout ça, et je l'ai envoyée à notre ministre de Agriculture et Agro-Food Services. C'est déjà, quand j'ai lu ça, que ça s'appelle comme ça le ministère Agro-Food Services, je pensais, wow, c'est rendu pas mal commercial le truc. Mais bon, cette lettre, je ne vais pas la lire parce que ce n'est pas très intéressant. Vous connaissez le contenu. Et si vous voulez la lire ou utiliser pour votre pays, vous pouvez bien sûr vous en servir dans le bulletin, la fine pointe plasma écrit en PDF. Là, vous avez tous les détails déjà. Et là, vous... Excusez. Ensuite, on va parler un peu, faire honneur à notre collaborateur, frère, ami, Joël, qui depuis très longtemps fait des travaux avec des vignerons en France. Et il travaille évidemment avec du GANS et tout ça. Et ses résultats sont très encourageants au point que M. Kesh, par le biais de sa femme, est tout à fait au courant qu'est-ce qui se passe. Et il a suggéré à Joël et son équipe de poursuivre les travaux, évidemment, et après la deuxième phase, de partager, de vraiment prendre très rigoureusement les résultats, les données, les mettre dans une forme compréhensible, et ce qui n'est pas le cas de la
Fondation Cash, si je peux dire ça, et de le partager avec le gouvernement parce qu'après la phase 2, l'implication du gouvernement français est beaucoup voulue et suggérée. Monsieur Cash a fait aussi des commentaires sur la suite des expériences. Il a dit le vin, je vais parler un peu plus tard dans la nouvelle compréhension, mais le vin, c'est un aliment, si on veut dire, un aliment très spécial parce que notre approche au vin passe premièrement par le nez. Vous avez remarqué que quand vous buvez du vin, ce n'est pas dans les petits verres très minces et longs, c'est dans les verres qui sont assez larges que votre nez et la bouche peuvent simultanément participer à la jouissance de ce liquide. Donc, et parce qu'on respire le parfum du vin, elle se rend par notre physiologie très proche du siège de l'âme. Donc, il a un accès très privilégié à notre système. Le vin existe depuis très, 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 très longtemps. Et si vous avez, je me rappelle de ça parce qu'à un moment donné, moi, je ne bois pas d'alcool, mais même si je sens l'odeur ou le bouquet, on appelle, d'un vin comme profond, et je prends une bonne respiration avec le bouquet, ça fait quand même un peu l'effet de l'alcool déjà. Ou peut-être ce n'est pas l'alcool, mais le chant particulier du vin. Alors, qu'est-ce que M. Cash suggère pour la suite? C'est de au moins faire, ne pas traiter tout le vignoble d'une seule façon, mais de subdiviser le vignoble pour créer des différents milieux plasmatiques. Pourquoi? Parce qu'il dit, comme les cépages ou les goûts ou un sommelier, en tout cas, reconnaît des vins comme on goûte un Shiraz de l'Australie, vice-versa, un Merlot de France ou un Riesling de l'Alsace et des choses comme ça. Le goût d'un vin n'est pas vraiment déterminé par les minéraux qui sont dans la terre, mais par l'environnement où les vignes poussent. Et là, vous savez, quand vous avez fait attention à l'école, que notre globe est subdivisé dans latitude et longitude. Et ces latitudes et longitudes, ça donne une grille sur notre planète. Et chaque parcelle de cette grille-là représente une constellation très spécifique entre les champs du soleil, l'inertie et les champs de la terre est évidemment influencée par les champs de l'âme des gens qui y habitent, qui eux aussi sont déterminés par ce champ qui est très fort ou très particulier dans chaque endroit sur la planète. C'est pour ça que par exemple, il n'y a pas des grands vins de Sibérie ou de Québec du Nord, même pas du Québec du Sud. Je crois au Canada, où ça commence à devenir intéressant, c'est la région du Niagara, qui est vraiment très sud. Et ils ont un climat, microclimat peut-être on peut dire, mais c'est déjà, c'est moyen climat, pas très micro, parce que les chutes Niagara sont dans la région des Grands Lacs. Quand on a les Grands Lacs, on a une température ou un climat beaucoup plus tempéré. Et donc, eux, ils font du vin qui est apprécié finalement. Donc, avec cette expérience, si on fait, par exemple, on a un grand vignoble,
les vignes sont toujours dans les rangées. Donc, si on traite chaque double rangée, admettons, avec une autre forme de Gans, on pourrait, selon M. Kesch, atteindre sur le même vignoble beaucoup de sortes de vins différents. Peut-être un Chianti de l'Italie, à côté d'un Châteauneuf du Pape, à côté d'un, je ne sais pas, je ne me rappelle pas les noms de vins de l'Australie. Ah, il a dit un autre truc, il a dit suivez le traitement des vins après la récolte des grappes pour en faire du vin, alors le procédé pour faire du vin. Parce que là, on peut aussi avoir des idées comment on peut intervenir et ça serait intéressant de trouver, par exemple, si le CO2 a une influence sur les levures qui font fermenter le vin. Parce que si c'est moindrement antibactérien ou quelque chose, peut-être ça retient la fermentation et ça n'encourage pas. Je ne sais pas, c'est juste une idée qui me vient à la tête comme ça. Et ensuite, de faire aussi des recherches, peut-être entre amis, ou si on connaît les clients du vignoble, de trouver c'est quoi les effets secondaires d'un vin traité avec le plasma pendant sa croissance des grappes, parce qu'il a comme un peu suggéré, M. Kesch, que ça peut être que quelqu'un qui aime boire du vin et qui est diabétique, avec un vin plasmatique, il pourrait perdre son diabète. Alors là, je crois me rappeler que normalement, les diabétiques ne sont pas censés de boire du vin parce que le vin, évidemment, contient du sucre. Il y a un vin pour diabétiques qui est probablement horrible. Mais de tout cas, peut-être essayer avec quelques gouttes ou juste un verre par semaine pour, avec quelqu'un qui a une maladie comme le diabète. Parce que si les sucres sont très différents, peut-être le vin plasmatique qui est, si on veut, ganseux, il peut équilibrer la fonction du pancréas, des cellules qui produisent l'insuline ou le contraire. Et comme ça, la situation pour les diabétiques peut se arranger avec du vin. Ça serait vraiment formidable. Hein? Imaginons, vous allez chez le médecin, vous êtes au début d'une diabète, je vous conseille fortement acheter quelques bouteilles du vin de Joël et voilà, vous n'avez plus besoin de prendre des médicaments ou même de revenir me voir. Oui, le gouvernement, j'ai déjà mentionné. Ensuite, Pia, qui est une, je crois, elle est membre danois du Conseil universel. Elle a une voix qui fait fondre le cœur. Chaque fois qu'elle parle, en tout cas, moi, je fonds. Et elle est très, très intéressée par l'éducation des enfants. Et elle a compris aussi, ça s'apprend maintenant, que les découvertes qu'on a fait par et avec la science du plasma, ça prendrait vraiment que ces découvertes peuvent se manifester aussi sur le plan d'éducation. Donc, pour ça, elle a dit, elle a fait cette image-là que tout sera centré sur l'âme et la paix. Je crois ni l'un ni l'autre est vraiment un sujet du curriculum à l'école. Sauf peut-être une école ou des écoles alternatives. L'école TEKOS, que je vous conseille fortement à rechercher ça sur Internet en Russie.
Et c'est une école à la proche de la mer Noire, Tekos, T-E-K-O-S. Elle, c'est différent parce que c'est l'école la plus progressive que je connais. Et autour de ce thème central, la paix et l'âme, se groupent les étudiants, les profs, les parents et un nouveau groupe qu'elle appelle des groupes de gardiens. Ça, c'est un groupe de référence pour les enfants, les profs, les parents et tout ça. Pourquoi? Parce que si on est parent, on a déjà une profession, donc on ne va pas vraiment avoir le temps pour étudier beaucoup la pédagogie et tout ça. De toute façon, dans notre culture, on vit dans une situation bizarre. Il faut faire un permis pour conduire une machine comme une voiture ou une moto. Mais pour devenir papa ou maman, ça prend aucune formation. Vous savez exactement qu'est-ce que c'est quand une femme elle tombe, comme on dit au Québec, elle tombe enceinte. Et à ce moment-là, automatiquement, elle est inculquée avec tout ce qu'elle doit savoir sur la grossesse, l'accouchement et tout ça. Ce n'est pas vrai. Ça veut juste dire que notre culture est vraiment beaucoup besoin d'être rénovée par le modèle de PIA. Alors, les profs, ils ont occupé toute la journée, ils n'ont pas le temps. Les étudiants étudient autre chose. Donc, les enfants doivent obéir les profs et les parents. Donc là, il n'y a pas... Ça demande vraiment, et je trouve cette idée géniale, une institution de gardiens qui travaille continuellement sur la peaufinisation du système éducatif et des curriculums et tout ça, pas nécessairement les sujets, mais la forme ou la structure des écoles et après, partage, ils peuvent être des personnes ressources pour toutes les autres 4 groupes, dans le sens que si un parent ou un prof ou un enfant a une question, il peut, en toute confidentialité et confiance, s'adresser à ce groupe de gardiens qui doivent être local impérativement pour qu'on puisse les appeler directement et on n'a pas besoin d'attendre 3/4 d'heure de file d'attente jusque. Hein? Alors, ça serait formidable. C'est une très, très bonne idée. Donc, elle demande un nouveau système d'éducation qui est basé non pas sur l'obéissance. On ne se trompe pas si on dit aujourd'hui toutes les écoles publiques au moins incluent les universités et les kindergarten, les crèches, sont principalement là pour inculquer l'obéissance. Parce que ils savent, moi, je dis ça comme ça, ils ne savent pas grand-chose. Moi, quand j'ai quitté mon école et j'ai étudié, même après mes études, je ne pensais pas que je sais beaucoup. Oui, j'ai comme un savoir théorétique grand, mais qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je suis plus heureux? Non. Est-ce que je sais plus comment vivre? Non. Est-ce que je sais plus aimer? Non. Est-ce que je suis plus paisible? Non. Donc, toutes les choses qui sont vraiment importantes ne sont pas traitées à l'école. Et ça, maintenant, va changer grâce à notre sœur Pia. Je suis présent avec son travail. De Pia, on peut aller à tout le Conseil universel.
Monsieur Kirsch, je crois que c'était Carolina qui a publié le texte qui est d'origine de Monsieur Kirsch sur Facebook Messenger. Et elle, dans ce texte, c'était un texte vraiment difficile à comprendre. Juste de comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire. C'était très long, j'aurais dû le lire, je ne sais pas, 6, 7 fois. Et maintenant, je peux vous dire ce que j'ai compris et vous le lisez et peut-être vous allez comprendre la même chose ou pas. Néanmoins, elle a dit, comme on savait déjà, que les membres du Conseil universel sont pour chaque culture. En fait, chaque individu, comme nous tous et moi, on peut approcher notre membre du Conseil universel et poser des questions ou soumettre nos souhaits. Et à ce moment-là, ça va être quand même, vous savez, de la dernière semaine que le Conseil universel a été élargi, c'est-à-dire avant c'était un membre par langue et maintenant c'est un membre par culture de langue. Vous vous rappelez, la langue espagnole, ça prend, c'est maintenant Ursula qui est représentante et elle vient d'Argentine. Donc, elle n'est pas vraiment axée à l'âme de la physicalité espagnole à côté entre la France et le Portugal. Ni Mexique ou l'Amérique centrale et les autres pays de l'Amérique du Sud, parce que dans tous les pays là, même dans les pays, il y a des très grandes différences, comme nous, on va tous les hivers au Guatemala. Guatemala, c'est au sud du Mexique. Et là, on va dans le ouest, c'est-à-dire plus le lac Atitlan, c'est plus proche du Pacifique. Et là, il y a déjà 3 cultures indigènes. Et on dit, les Guatémaltèques parlent espagnol, oui, à l'école. Mais dans la maison, ils parlent comme les gens comme nous, on connaît à San Juan une langue qui s'appelle Tzutuquil. Et ça, c'est une langue qui n'a aucune ressemblance avec aucune langue que je connais. Donc, et comme 3 villages à côté, il y a une autre tribu maya qui ont une autre langue et une 3e. Donc, et ça c'est juste autour du lac Atitlan. Là, si on va dans l'est, plus le côté baie du Mexique, vers la baie du Mexique, Caraïbes de Guatemala, on trouve d'autres tribus et toutes ces tribus-là ont leur propre culture et au point qu'il n'y a pas beaucoup de communication entre eux. Pour ça, il y a l'espagnol, comme en Inde, le hindi. Cette langue, elle est aussi une langue qui était établie pour que les différents dialectes locaux de l'Inde, que les gens peuvent se parler entre eux. Donc maintenant, imaginez, vous, en France, même chose, hein? Quelqu'un qui est né autour de Bordeaux, il n'a pas la même émotionnalité que quelqu'un, un ch'ti par exemple. Ou en Allemagne, un Bavarois et un Frise qui est de la mer du Nord. Donc, et les dialectes peuvent déjà être tellement différents, bien que tout ça c'est allemand, qu'on ne les comprend pas. Comme ça, peut-être je pourrais demander si je peux devenir membre du conseil pour le dialecte où je suis né. Je vais penser à ça. Néanmoins,
Alors, si vous êtes né là et quand vous partagez votre souhait qu'il sera soumis à la table ronde du Conseil universel à votre représentant, vous voudriez que ce représentant comprend pas seulement logiquement votre souhait, c'est-à-dire les mots que vous utilisez, mais il devrait comprendre aussi l'émotion que vous avez ou qui vous possède quand vous formulez votre souhait. Et c'est la seule façon, quand il comprend le côté émotif ou émotionnel, à ce moment-là seulement, il peut représenter le souhait comme il faut. Et là, on demande beaucoup à un conseiller universel. Parce que ça veut dire qu'il doit être super ouvert et super comme une empathie que pour nous, c'est tellement grand, c'est difficile encore à comprendre. Non? Cet représentant-là, il doit vous saisir exactement dans l'émotion que vous voulez véhiculer. Et vous ne pouvez pas les mettre en mots ou décrire en mots parce que ça ne se peut pas. Vous avez juste cette une langue, espagnol, français, allemand, anglais, whatever, mais elle ne peut pas comme transporter les nuances. Mais ça, c'est très important. Donc, pour rendre les conseillers universels capables de faire ça, il faut que nous élevons son âme à lui ou elle, qu'il se rend à un niveau de compréhension qu'il peut le faire. Donc, à ce moment-là, il faut que nous, pour démarrer tout ce processus, pour le moment, c'est très, très important, crucial, vraiment nécessaire que nous donnons beaucoup d'énergie aux conseillers universels pour les rendre capables de grandir sur un niveau où ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils doivent faire après. Ça, c'est la moitié seulement. Hein? Et ça, c'est vraiment wow. Si quelqu'un peut faire ça, c'est vraiment wow parce qu'il doit avoir une écoute sans aucun jugement. Et vraiment écouter pas juste les mots, mais aussi les émotions, les vibrations, écouter avec son âme, quoi. L'autre nuance, c'est que M. Keshe a annoncé dans le prochain temps, un membre du Conseil universel terrestre va, si on veut, ascenser ou faire ascension à la communauté universelle. Wow! Ça veut dire, c'est tout un autre monde parce que il n'y a pas de physicalité. Et par conséquent, il n'y a pas de langue. Et par conséquent, comment on peut seulement se comprendre directement par les émotions et par l'âme, alors par l'intuition. Et là, ça apprend qu'on est vraiment proche et agile avec notre versatile, avec notre émotion. Donc, de cette manière-là, et ça donne une autre coche à la capacité parce que après ça, cet être magnifique de notre Conseil universel terrestre, il doit représenter tous les hommes hein, dans ce milieu ou cette table, entre guillemets, il n'y a pas de table parce qu'il n'y a pas de matérialité, dans cette ronde d'être universel. Bonne chance.
Ensuite, quelques nouvelles sur l'unité d'amélioration universelle. Je vous ai mis l'image du film La Belle Verte de Colin Serrault. S'il y a encore quelqu'un qui n'a pas vu, il faut absolument que vous allez voir ça. C'est gratuit sur Vimeo en français. Et c'est un film qui n'est pas seulement drôle, mais aussi très, très, très profond. Et il montre l'effet de la unité d'amélioration universelle. Et M. Kesh disait, oui, maintenant, on a déjà tellement appris sur l'unité universelle d'amélioration qu'on pourrait l'appeler unité d'amélioration de l'âme universelle. Mais si on dit ça, quel gouvernement ou organisme médical va comprendre de quoi on parle? C'est aussi vrai. Donc, par compassion avec nos confrères et consoeurs, on va... Confrères ou confrères? Je ne veux pas dire confrères. Alors, pour tous ceux-là, on va être compassionné, on va essayer d'utiliser leurs mots qu'ils connaissent pour qu'ils arrivent à comprendre de quoi nous on parle. Ensuite, cette unité d'amélioration n'est pas une Ferrari privée. C'est-à-dire, c'est interdit de l'acheter. Vous ne pouvez pas l'acheter juste pour vous et votre femme. Vous pouvez seulement acheter si l'unité reste accessible pour d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas encourager les 1% versus le 99% et on a compris que l'utilisation de cette unité est d'une importance mondiale et ça ne se fait pas de barrer ça dans notre cave et juste moi, je peux y aller. De toute façon, si vous le faites comme ça, elle ne va pas donner grand-chose. Hein? Donc, ce n'est pas une Ferrari privée, mais une Rolls-Royce communautaire. Là, on peut laisser aller son imaginaire pour imaginer de quoi a l'air une Rolls-Royce communautaire. Voilà. Ensuite, Caroline a suggéré une chose importante. Quand nous faisons du GANS ou un MAGRAPH, on a compris, je crois, que l'ingrédient le plus important, c'est pour quel propos, pour quel but on fait le GANS ou on fait le MAGRAPH. Parce que si on dit, ah, mais je vais faire du GANS, on va bien voir qu'est-ce que ça donne après. Ça ne donnera pas grand-chose. Parce que ça se fait comme l'approche scientifique conventionnelle où le scientifique ne fait pas partie de l'expérience. Tous les enfants vont hausser les épaules, dire, mais quelle connerie, c'est quoi? Une expérience ne se fait pas tout seul. Et si le scientifique doit faire comme s'il n'est pas là, ça n'a aucun bon sens. Il est là et il veut atteindre un résultat. Et le résultat est déjà précis dans sa tête et dans son cœur. Donc, il faudrait, au lieu de se mentir dans sa propre poche, il faudrait rendre sa tête très claire et très conscient pourquoi on fait ce qu'on fait. Ça, c'est pour notre vie de tous les jours une très bonne idée. Sauf aimer, danser, chanter, poésie, art, et toutes ces choses-là qui sont vraiment hyper importantes, là, il n'y a pas de but. Parce que c'est toutes ces choses comme l'amour, le but en soi.
Mais toutes les autres choses qui sont moindrement liées à notre monde en 3D matériel, ça prend un purpose, ça prend un but. Alors, comme ça, Madame Kesh a proposé un catalogue de souhaits. Qu'est-ce que l'unité universelle devrait faire? Et je vais vous les présenter. Elle devrait nous aider, elle nous aide à créer un lien plus droit avec notre âme. Ça, c'est très clair. Elle est un portail vers la communauté universelle qui nous aide encore. Elle aide à nous équilibrer, ce qui nous permettra de nous ouvrir davantage à d'autres niveaux et dimensions et d'apporter la paix. Ça veut dire que ça nous aide à garder beaucoup d'ouverture de plus en plus, en fait, pour être capable d'apprendre les choses qui sont très étranges ou inhabituelles ou vraiment nouveaux. Il y a des choses qui peuvent être tellement nouveaux qu'on ne les comprend pas tout de suite. Mais si notre âme, le plus notre âme est élevée, le plus qu'on élève les âmes des autres, le plus on augmente notre vitesse de pensée et voilà, on peut comprendre plus qu'avant. Elle élève aussi nos champs à un niveau qui nous permet d'accéder à des informations qui ne sont pas en mesure de percevoir actuellement. Ça, je voulais dire ça en fait avec la phrase avant. Et dernièrement, elle élève éternellement et toujours toutes les âmes qui sont dans le besoin. Elle soutiendra également les animaux et les plantes. Comment ça fonctionne et pourquoi c'est comme ça, on va beaucoup en détail étudier ça la semaine prochaine. Parce que cette semaine, on va parler de M. Neville Goddard, qui c'est le chapitre Le secret des émotions. Et lui, il est comme un des mentors de Greg Braden, qui va occuper des capsules dans quelques programmes de mercredi qui vont suivre. C'est aussi Carolina qui les a partagés sur Messenger. C'est un type. Si vous avez le goût et vous comprenez l'anglais, il parle un anglais facile. Et il est Greg Braden, G-R-E-G-G, G-G, B-R-A-I-D-E-N. Il est d'origine américaine, mais il est tellement pédagogue. Il vous prend par la main et il vous fait comprendre une petite étape après l'autre. C'est génial. J'adore ce mec-là, comment il fait. Lui, c'est la prochaine fois et son mentor, il s'appelle Neville Goddard. On va parler dans le plat principal de lui. Ça va être aussi très, très intéressant. Avant ça, l'intensité des chants dépend de nous. J'ai un peu commencé à parler de ça tantôt quand je mentionnais quand on fait du GANS ou on fait toute autre chose, réacteur, magraphe. C'est crucial avec quelle attitude et pourquoi on le fait. Parce que dans le procédé de fabrication rentrent nos champs. Et si mes champs, comme dans ma tête et dans mon cœur, sont comme pas là ou confus ou pas déterminés, on contribue cette énergie-là, le GANS, qu'on va produire comme ça, c'est un CO2 qui veut balancer, ouais, mais je ne sais pas trop comment. Et je vous ai mentionné le paradigme des sciences,
comme pour faire des expériences, il faudrait que le scientifique joue de ne pas faire partie de l'expérience. C'est complètement fou de faire ça. Donc, avec cette découverte de l'importance de notre champ pour la réussite de l'expérience, n'est-ce pas, Joël? C'est important que on laisse faire cet paradigme. Boum, fermé, caput, pour toujours, libre. Alors, et si on comprend bien notre relation, combien de fois M. Kesh a répété le réacteur ou le magraphe le plus performant, il est où? En vous. Vous êtes, nous sommes, chacun ou chacune de nous est le réacteur ou le magraphe le plus puissant qui est. Alors, la force de cette vérité, on peut déduire que la force de ce que vous produisez dépend de notre compréhension, de notre force qu'on a développée, notre vitesse de pensée, par exemple. M. Kesh lui-même dit, notre message est très simple. L'homme lui-même, chaque homme, fait partie du Créateur. Donc, on est comme un être qui a beaucoup de facettes. Une facette, c'est cette personnalité. Une autre facette, c'est le corps. Une troisième facette, c'est le mental. Une quatrième facette, c'est l'âme, admettons. Et c'est là l'essentiel de nos enseignements à lui. Quand vous faites partie du tout, vous emportez l'essence du tout. Donc, vous avez tous en vous. Et ça, toutes les anciennes religions nous disent ça, que l'univers est en vous comme vous êtes dans l'univers. Il continue, et c'est par ça que c'est nous qui décidons jusqu'où nous vous voulez que cette essence se manifeste. Et il n'y a pas de limite. Hein? Il n'y a pas de limite. Même avec on va voir avec le monsieur Neville Goddard, que même les choses qui ne peuvent pas se faire sur notre concept ou croyance peuvent quand même se faire. Vous allez voir comment. Donc, nous avons, par la force qui est dans notre âme, la possibilité et la décision et aussi la responsabilité de décider jusqu'où on veut déployer cette force. Et de toute évidence, si on veut aider le processus de la paix, si on veut aider tous les autres êtres qui ont un peu plus de misère ou savent justement pas parce qu'ils n'ont pas encore entendu parler de la Fondation Kesh, la science du plasma et tout ça, pour les aider, c'est ça. Pour ça, nous sommes là. Nous sommes ici pour servir. Et là, il a mis un point qui est hyper important pour nous tous parce que qui est quand on regarde l'ensemble de soi, tout ce qui fait moi que je suis. Il faut être impartial sur tous ces aspects-là. Lui, il a dit, ça peut être ton conditionnement. Et tu es conditionné d'une certaine façon dans ton enfance par les parents ou par l'absence des parents, par les professeurs qui sont comme ci, comme ça et tout ça. Et ta vie, wow, ça, mon enfant, c'est pas vraiment un succès. J'ai même honte si je compare mon enfance à l'enfance de ma blonde, c'est vraiment le ciel et l'enfer. J'exagère, mais bon. Alors, si c'est comme ça, et c'est important de ne pas juger.
comme vous vous appelez, Anita Moorjani, qui est revenue d'une expérience de mort imminente, un des colonnes sur laquelle elle s'appuie, c'est l'amour de soi. Et elle dit clairement, l'amour de soi doit absolument inclure tout, exclure rien. Même les choses qu'on juge négatives, c'est seulement notre jugement. Quelqu'un qui est un peu plus illuminé que nous, il ne va pas trouver ça rejetable. Il ne va pas trouver que, ah oui, oui, c'est vrai, vous devriez avoir honte, vous. Non. Vous avez, même dans une éducation pas réussie, si jamais ça existe, vous avez formé en vous des traits particuliers qui sont vous. Et c'est important que de reconnaître ça et de ne pas gaspiller son énergie à se battre contre les choses en nous qu'on n'aime pas. C'est ça ce que veut dire ça. Et ensuite, si on a beaucoup moins ou pas de jugement vers les parties de nous, vous savez déjà, vous n'allez plus avoir de jugement envers les autres non plus. Et le chemin ne se fait pas à l'envers, je crois. C'est peut-être possible, mais très difficile de juste accepter tout le monde sauf moi. Je vais juste flageller moi-même maintenant. Ça c'est bigote. C'est souvent les gens qui veulent être plus sains que le pape. Qui veulent aimer Thérèse. Ça, c'est pas sain. Ce qui est sain, c'est, oui, je parle de ma vision du monde, parle de moi. Donc, c'est vraiment une bonne idée d'accepter moi tel quel. Et après, je vais expérimenter que même la question de juger ou le comportement de quelqu'un d'autre ne se pose pas. Plus. Alors après, on apprend par compassion. Et quand on n'a pas compréhension, et là, M. Kesh, il fait référence à que la compréhension se passe au niveau de l'âme plus que, et non seulement sur le niveau rationnel comme savoir, vous vous rappelez. Parce que la compréhension, elle nous change, tandis que l'accumulation du savoir ne nous change pas, sauf si on fait que ça, on devient un ordinateur. Bon, pas bon. Si on comprend, par exemple, un enseignement de M. Kesh, à ce moment, on partage cet aspect de son âme, qui est aussi l'âme du Créateur. Donc, ça fait que la profondeur de l'apprentissage se fait déjà depuis toujours sur le niveau de l'âme. C'est comme ça le eureka ou le aha, ouais, j'ai compris. C'est ça. Ça vient, c'est une réaction un ordinateur ne peut pas avoir ça. Il va juste accumuler et une chose comme une autre, c'est pareil. Mais nous, on peut avoir le goût de comprendre quelque chose et là, notre attention va dans la direction et on voit de plus en plus de signes et on voit plus en plus de cohésion autour de sujets et tout à coup, un éclair et waouh! Ouais, c'est ça. Ça va être Joël avec son Chianti Châteauneuf du Pape. Et quand on partage la compréhension d'une autre âme, on partage l'autre âme et ça fait que on crée et on augmente le même champ. Si je comprends quelque chose, je me rends dans ce groupe de gens qui comprennent la même chose.
et ça renforce le champ magnétique de la chose qui se répand beaucoup plus vite parmi tout l'univers pluriel. So, nouvelle dimension de l'agriculture. On a commencé un peu de parler de ça dans la petite capsule sur les travaux de Joël. Monsieur Kesh a ajouté un commentaire qui dit « Avec nos tests en Chine et en Australie et bientôt en France, nous n'avons pas seulement augmenté les rendements, c'est-à-dire la quantité de récolte, ainsi que la qualité des produits, mais nous avons apporté une nouvelle dimension à la production alimentaire. Wow, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est, par exemple, il a dévoilé en Chine, normalement, dans la science, quand on fait l'analyse de taux de protéines dans le riz, on peut, le riz ordinaire est là autour de 13%. Et le maximum que le riz, une graine de riz peut avoir naturellement, c'est 20%. C'est sa limite naturelle. La production avec le GANS arrive à ça. Et il y a une autre production qui est plus invisible, hein? Comme le taux de protéines, ça se voit. On peut analyser ça avec des procédés, je sais pas, la science de nutriments ou quelque chose. À l'université, dans les laboratoires, il y a une façon comment déterminer le pourcentage exact de protéines, mais ça, c'est alors matériel. Mais de ce que M. Kesh parle là, c'est le côté immatériel parce qu'il dit une nouvelle dimension. La protéine, ce n'est pas une nouvelle dimension, on connaît déjà. Mais une nouvelle dimension, ça, comprendre ça, ce qui m'a aidé à comprendre, c'est Anastasia. Elle propose une agriculture. Tout d'abord, elle propose que chaque famille a 2 hectares de terre qui leur appartient à perpétuité. Tout ce qui est produit, la terre et la terre elle-même ne peut pas être taxée. La terre peut ne pas se vendre, mais seulement hériter ou léguer. Et sur cette terre, qu'est-ce que les gens font? Ils font leur maison et ils font leur jardin potager et jardin de fleurs et tout ça. Et comment ils traitent les semences, c'est très particulier. Elle dit que avant de les mettre dans la terre, on les prend pour quelques minutes dans la bouche. On les détrempe, les semences, avec notre salive. C'est clair, on ne comprend pas les semences d'industrie agroalimentaire parce qu'on ne veut pas avoir tous ces produits chimiques dans la bouche. Hein? Alors, on prend des semences du voisin ou le plus proche qui partage des semences locales, bio. Et là, on les met dans la bouche. Pourquoi? Parce que la graine de semence est vivante. Elle, la bouche, la salive et la bouche, c'est déjà en forme de GANS. Donc, et la salive, elle contient notre ADN. Donc, de cette manière, la graine, elle s'imbibe de nous. Et elle s'imbibe de notre amour pour elle, mais aussi de notre amour pour la terre, mais ainsi que notre amour pour notre famille, pour notre amoureuse, pour tout ce qu'on aime. Après, elle est prise de la bouche et elle est plantée avec les mains, pas avec un bidule pour planter. Elle est plantée avec les mains dans la terre. Et après, elle va pousser, on va la arroser et chaque jour, on va se promener dans le jardin, on va parler aux plantes.
et on va toucher les plantes avec nos mains parce que on est très heureux que les plantes poussent et parce qu'ils ont conditionné purpose, le but. Leur but est complètement différent d'un but d'une tomate Del Monte. Toutes les tomates Del Monte sont produites pour un marché abstrait, pour la bourse. Donc, leur purpose, leur but est tellement wishy-washy et dilué et pas précis qu'ils ne savent en fait pas pourquoi ils poussent. Ils poussent seulement parce qu'ils ne peuvent pas empêcher leur nature. C'est ça, c'est le pur minimum. Mais cette graine de tomate qui est imbibée de nous, cette tomate qui pousse de cette graine-là, elle va pousser pour nous personnellement. En plus, elle va danser avec nous quand on va marcher dans le jardin et on la parle et on la flatte, hein, on la caresse. Et selon Anastasia, si on mange, ça fait partie de ce qu'on appelle espace de l'amour, space of love. Je vous ai déjà parlé de ça comme 4-5 sessions avant. Dans ce space of love, ils ont des particularités vraiment particulières, dans le sens qu'ils évitent vos maladies. Ou si vous avez quand même la nourriture poussée, des plantes qui poussent pour vous connaissent, va avoir aucune misère à vous aider à rétablir votre état de santé. Plus, elle va faire un truc selon Anastasia, si admettons quelqu'un qui vous visite, c'est un ami, vous arrive, il lance toutes ses amies et il se donne à cette personne avec le même effet. Ils ne connaissent pas l'ADN, mais le même lien d'amour est là. Tandis que si Anastasia dit quelqu'un arrive pour voler de votre jardin, il va être très malade quand il mange vos tomates. Hein? C'est formidable. Oups. Alors là, j'ai déjà parlé de... alors ça, c'est la qualité et la nouvelle dimension de la production. Parce que si vous faites un GANS, ou Joël fait ses GANS, et il fait ses GANS avec son intention, c'est un GANS CO2, ZNO, CuO et CH3 à la Joël. Et ça serait une bonne idée d'impliquer le vigneron aussi. Et c'est très facile on crache un peu. On met un peu de salive dans la production des GANS. Comme ça, tout est déjà aligné. Quand je fais des GANS, par exemple, pour personnel, pour les gens qui sont très malades, pour une coupe de vie ou des patchs ou whatever, le GANS personnel, je fais de la même façon, soit avec l'urine, soit avec mais c'est la plupart du temps de l'urine, parce que les reins, ils concentrent beaucoup les informations de tout le corps. Donc, le GANS, par conséquent, sait déjà pour qui il est fait. Et en plus, quand je fais le GANS, évidemment, je pense à la personne pour laquelle je fais le GANS. Et je la vois. Je ne vais pas vous parler plus parce que dans les prochaines sessions, je vais aller beaucoup plus en détail sur comment on aide les autres à guérir. Maintenant, la première partie de ça, comment guérir les autres et comment la réalité fonctionne, c'est la capsule la plus importante aujourd'hui, le secret du ressenti. Ce que vous voyez sur la photo, c'est le monsieur Neville Goddard qui est mort en 92, un Américain.
Et il était enseignant et il était comme très influent comme auteur. Il ne voulait pas être un médium, considéré comme médium ou New Age, Nouvel Âge. Il ne voulait rien savoir. Son but clair était, il était là pour aider les anciens, comme la Bible originale avant le plagiat de l'Église, de répandre ces connaissances originales pour aider l'humanité. Donc lui, il y a un discours audio sur Internet. Le lien, vous trouvez dans le PDF de la fine pointe. Et lui, il a dit les choses suivantes. Il a remarqué, et c'était un scientifique, il a une formation scientifique, donc il a trouvé que chaque invention, chaque chose qui est surtout fabriquée par l'homme passe d'abord par l'imagination humaine. Donc, si on veut faire quelque chose, ça prend d'abord qu'on pense à cette chose. Ça, c'est la première étape. Il faut avoir la chose en forme de pensée. Alors, il dit tout ce que vous voyez autour de vous comme réalité fabriquée, toute cette réalité objective était d'abord produite en imaginant. Et si vous avez une idée, qu'est-ce que vous voulez faire ou qu'est-ce que vous voulez atteindre, et vous êtes capable de demeurer dans cet espace, à ce moment-là, comme si c'était vrai, comme si votre souhait est déjà exaucé. À ce moment-là, aucune puissance sur Terre ne pourra l'empêcher de devenir réalité. Alors, ce qu'il dit pour faire ça, si on veut une nouvelle façon de bouger ou d'évoluer ou de faire des choses qui sont par les nouvelles compréhensions, la chose importante qu'il faut avoir au début, c'est un objectif. Et ce n'est pas n'importe quoi. L'objectif doit être important pour vous, dans le sens, qu'est-ce que j'aimerais de la vie? Pour beaucoup d'entre nous, ça prend d'arrêter de penser, wow, je me suis jamais posé la question, mais c'est vrai, qu'est-ce que je veux de la vie? Qu'est-ce que je voudrais de la vie? Et là, il dit aussi pas de jugement. Laissez libre cours à vos idées, laissez émerger naturellement votre objectif. Après, la deuxième phase, c'est admettons, vous avez trouvé un objectif, vous devriez apprivoiser, s'approprier subjectivement cet objectif. Comment on fait ça? En ressentant toutes les façons possibles. Lui, il a pris l'exemple d'une rose. Il a dit, c'était un discours devant une foule dans un auditorium et il a dit, il était sur scène devant son pupitre et il dit, moi maintenant, je voudrais une rose. Bon, il n'y a pas de rose dans la salle. Je voudrais quand même une rose. Et là, comment je fais? Je imagine la rose. J'imagine, vous avez toujours déjà eu une rose dans la main. Vous vous appelez la tige de la rose, les épines, et est-ce qu'elle est lisse? Comment elle est lisse? Quelle couleur? Quel poids? Après,
la fleur, la tête de la rose. Vous pouvez la sentir, vous rappeler vous touchez les pétales, vous avoir des mémoires haptiques, quelles sensations ça fait quand on touche la rose. Vous pouvez aussi avoir des associations avec dans quelle situation vous avez reçu ou donné une rose. Donc, quand vous faites ça comme juste quelques minutes, vous êtes complètement immergé, enveloppé dans un espace qui est rose, comme si vous évoquez toutes les mémoires de rose qui fait que vous, c'est imaginaire, mais c'est quand même vachement réel. Hein? Comme la rose, dans votre imaginaire, elle est très, très, très claire. Vous pouvez faire ça avec autre chose, avec l'argent. Vous savez que l'argent, vous touchez un morceau de papier, un billet de 20 €, vous savez la différence. C'est un autre sentiment. L'odeur de l'argent est particulière. Et il a dit dans son discours, un avare, l'odeur de l'argent est beaucoup plus que tous les parfums du monde. Voilà. Et tout ça, tout ce processus d'avoir un but, qu'est-ce que je veux de la vie en ce moment, et après toute cette appropriation subjective de je ressens toutes mes mémoires, toutes les données que j'ai par rapport à l'argent ou à la rose, et je fais émerger ça devant mon œil intérieur. Et là, quelqu'un dit, pourquoi tu fais ça? Parce que c'est ça qui va faire que je vais avoir une rose. Ça peut dire quelques jours ou ça peut être le prochain moment. Quelqu'un, comme avec sa rose, le Neville, il a dit, prochainement, quelqu'un va se rappeler de Neville et il va m'envoyer une rose ou m'apporter ou me donner une rose. Voilà, ça fait comme ça. Alors, il a dit, croyez-moi pas. Faites votre propre expérience. Ça, c'est aussi très bouddhiste. Ne croyez rien que quelqu'un d'autre dit, mais prenez ça comme une hypothèse et vérifiez cette hypothèse pour vous-même. Vous avez à faire cet exercice que je vais vous expliquer dans un instant encore une fois. Quand vous faites cet exercice, faites-le assez longtemps que vous ayez la preuve que la réalité fonctionne de cette façon-là. C'est quand même pas compliqué à faire, ça ne prend pas beaucoup de temps, donc on peut le faire. Et c'est très, très suggéré de le faire parce que c'est ça la façon comment on crée des champs, comment on appelle ça déjà avec l'unité d'amélioration universelle? C'est des champs complexes. Non, c'est un autre mot avec un C. Mais en tout cas, ces champs-là. Il n'y a personne qui se rappelle de... Jouet, tu ne m'as pas demandé qu'est-ce que ça veut dire. Collectif, voilà. Les champs collectifs, ça fonctionne comme ça. Alors, comment on fait? Il suggère, le Neville suggère, faites-vous-en un but charmant. Pas un but méchant, pas n'importe quel but, un but charmant, un but que vous charme. C'est-à-dire que vous aimeriez
que ça arrive, vous aimez aussi de le faire, cet exercice. Soit pour vous-même, soit pour quelqu'un d'autre que vous aimez. Parce que chaque fois que vous exercez votre imagination avec amour au nom de quelqu'un d'autre, vous élevez son âme. Le Neville, il n'appelle pas ça élever son âme, il appelle ça vous médiez Dieu à cette personne. C'est aussi très joliment dit. Donc, vous déterminez si, OK, je vais faire cette expérience pour moi-même, un truc joli pour moi-même ou pour une personne que j'aime. Ensuite, vous imaginez votre ami devant votre œil intérieur. Vous le représentez devant vous dans l'état comment vous l'aimeriez qu'il soit. Et c'est clair et c'est important. Vous ne dites pas à la personne, écoute, je vais faire un exercice je vais t'utiliser pour un exercice. Non, non, non. C'est secret. Vous faites ça juste pour vous, tout seul. Alors, vous l'imaginez dans un état comme vous l'aimeriez qu'il ou elle soit, épanoui, heureux, tout ça. Ensuite, vous imaginez tout simplement que cette personne parle à vous et qu'il vous dit la plus merveilleuse nouvelle à son sujet qu'il vient d'avoir, comme la femme sur l'image. Alors, vous l'écoutez et vous le félicitez pour cette bonne nouvelle et vous continuez votre chemin. Après, vous taisez vos doutes. Vous continuez à croire la réalité de cet acte imaginatif. Cela peut se produire demain ou après-demain. Tous les événements ont leur propre heure de rendez-vous. Et ce n'est pas nous qui font les rendez-vous. C'est l'univers qui fait les rendez-vous ou le créateur, whoever. Et ils peuvent faire ça beaucoup mieux que nous parce que nous avons juste une petite tête, même pas aussi grand que la tête d'un cheval. Alors, il ne faut pas s'inquiéter et ne pas s'occuper et ça va arriver. On fait complètement confiance. Nous, on a juste à faire ce petit truc. On imagine la personne dans un état heureux et on l'écoute comment la personne nous donne sa bonne nouvelle à elle. That's it. Et après, on se réjouit. C'est tout. Pas besoin d'autres pensées. Juste ça. Et là, le Neville Goddard, il dit, une hypothèse, bien qu'elle soit fausse, scientifiquement, hein, bien qu'elle soit fausse, si elle persiste, elle se transformera en fait. Ça, c'est strong tobacco, hein? C'est un tabac fort, ça. Il dit, même une chose qui ne se peut pas, ou même une chose qui est tout simplement fausse. Une fausse hypothèse. Hein? Pas de jugement, juste fausse hypothèse. Si on elle a matérialisé. Pour nous, c'est difficile à comprendre. Pour les enfants, il n'y a rien là. La vie fonctionne comme ça. Et ça veut dire, nous manipulons mentalement la seule substance, c'est ça cet exercice. Maintenant, il explique qu'est-ce que ça veut dire qu'on puisse faire cet exercice. Dans cet exercice, nous manipulons mentalement la seule substance qui existe vraiment, le plasma. Tout le reste, ça n'existe pas vraiment. C'est juste des apparences qui apparaissent, qui disparaissent. Hein?
La chose qui reste, c'est l'âme. La chose qui reste, c'est le plasma. Nous devons donc considérer ces créations mentales, ces imaginations, comme des réalités spirituelles. Wow! C'est pas aller à la messe, c'est pas faire des rituels, c'est pas prier de la vieille façon. Qu'est-ce que c'est la prière? On va apprendre la semaine prochaine. Alors, cet exercice-là, c'est une réalité spirituelle. C'est notre réalité spirituelle. Et au même temps, pour que ça se fasse dans le 3D, on fait implicitement confiance. C'est-à-dire, implicitement, c'est comme a priori. Ça veut dire, on n'y pense pas. On fait confiance à la loi d'attraction qu'elle va faire le reste. Notre job, et Abraham, il n'arrête pas à le dire, votre job, mes frères humains, c'est seulement de faire des souhaits. That's it. Vous n'avez pas à vous occuper comment les réaliser. Ça, c'est notre job. C'est la job à l'univers, ou c'est la job à anciennement Dieu, admettons. Pour nous, le seul job, c'est ce travail-là. Arrivons à la prochaine étape qui bâtit sur ça. Monsieur Kirsch dit la nouvelle compréhension sur laquelle est basée cette nouvelle technologie plasma, elle est plus puissante que la matière peut jamais ajoutez-y à toute cette compréhension vos propres expériences et gardez toujours le positif. Si vous créez suffisamment de positif, quel que soit le négatif, celui ne comptera même plus. Donc, c'est une question un aspect que Caroline a déjà beaucoup élaboré. Vous vous rappelez la capsule sur vous êtes en train de créer votre réalité. Évitez le négatif. Le négatif fait juste une seule chose. Ça manifeste rien et ça siphonne votre énergie. That's it, that's all. Pas la peine. Il continue. Dans le contexte de la nouvelle compréhension, ces nouvelles compréhensions-là ne sont pas principalement là pour comprendre et savoir et apprendre comment voler, comment se déplacer dans l'espace. C'est un détail. Il s'agit plutôt de l'éthos. C'est ça ce qui est plus important. C'est ça aussi qui est peut-être plus difficile de s'y rendre que voler. Alors, vu qu'il s'agit de l'éthos, il s'agit en fait, toutes ces sciences-là, le but, au fond, c'est pas de nous donner une technologie. La technologie d'en coule tout naturellement, comme dans le film La Belle Verte, tous les gens, ils se transportent, ils parlent tel parlage sans aucun appareil. Donc, c'est un effet secondaire. L'effet primaire, c'est comment de savoir, de comprendre comment on peut devenir membre de la communauté universelle. Et là, l'humanité est rendue partie intégrale de la communauté universelle. Peut-être on n'a plus besoin de conseil universel parce que tout le monde l'est. De plus, l'évolution réelle ne concerne pas la manière de changer les choses, c'est-à-dire technologie, mais plutôt la manière de bouger et d'agir en gardant à l'esprit le bien pour l'univers tout entier. Si on veut devenir être universel,
s'apprend de vivre comme ça. Mais, comment agir au sein de la communauté universelle? On n'a déjà pas vu cette gang-là, hein, et on est loin de savoir peut-être, mais on peut déduire quelques petites choses. Pour le moment, le top-notch, comme les peuples indigènes sur la planète, pourquoi, si on les demande pourquoi ils sont là, ils ne vont pas dire « Ah, je suis là pour léguer un patrimoine à mon fils. » Ils n'ont pas dit « Oh, je suis là pour acheter à Noël toutes les choses encore une fois. » Ils ne vont rien dire de ça. Ils vont dire « Oh, je suis là parce que je suis le gardien de la terre. Je suis très important pour la terre. » Ils peuvent aussi dire « Je suis gardien de l'évolution de l'univers. Je suis très important pour l'univers, que l'univers fonctionne. » Et tous mes aspects, même les aspects que je dénonce comme j'aime pas, même ces aspects-là font partie, sont nécessaires pour l'évolution de l'univers. Donc, si je veux être gardien de si j'ai compris gardien de la Terre, c'est juste un pas plus loin. Gardien du système solaire, l'hiver, c'est une coche plus loin. Ça veut dire, je suis le gardien du tout. Comment? C'est quoi ma qualité? Ma qualité, c'est pas faire. Déjà, les machines que nous avons conçues savent mieux faire des choses que nous-mêmes. Un ordinateur peut plus rapidement calculer les choses que nous ou dessiner. Et une machine qui fait des routes peut faire des routes plus faciles que nous, plus vite que nous aussi. Donc, le faire, le domaine de faire n'est pas le domaine plus important pour nous. Le domaine le plus important pour nous, c'est notre intérieur. C'est les souhaits. C'est le travail intérieur et le travail, évidemment, entre guillemets. Ce n'est pas vraiment un travail, c'est un épanouissement, c'est un plaisir, c'est plutôt ça. Et là, je vais vous parler, je fais un peu preview pour la prochaine semaine parce que le Universal Council, si vous avez écouté le One Nation, One Planet, ils ont changé la formule pour faire des souhaits. Ils disent maintenant, nous donnons de notre âme et sommes présents dans le souhait. Et ça rappelle vachement Neville Goddard. Hein? Nous donnons de notre âme, on connaît. Mais quand vous imaginez en 3D comment vous êtes présent dans, ça veut dire à l'intérieur d'un souhait que vous avez. Ça veut dire vous êtes entouré du souhait. Ça veut dire vous ne voyez pas autre chose que ce que vous voulez voir. C'est ça le secret. Et ça, c'est, qui a inventé cette phrase? Je l'en passerai éternellement. C'est formidable. Hein? Je suis présent dans le souhait. Dans. Ce mot « dans », c'est le comble. Je ne reviens pas. Ensuite, M. Kesh a parlé que peut-être nous avons remarqué que parce qu'il participe à des conférences qui ont lieu de la Fondation Kesh, qui ont lieu toujours dans un autre endroit du monde, ça veut dire le dernier au Brésil, et quand il donne les enseignements du jeudi du même endroit. Et il dit, ça fait une différence si je partage les connaissances de Vienne en Autriche ou de Brasilia en Brésil.
Et là, il a dit, pas pourquoi. Je vous ai déjà expliqué ça au début quand on parlait de Universal Council et les membres pour chaque culture, que quand M. Kirsch donne un enseignement du Brésil, cette champ de la Terre, cette constellation de champs particuliers à Brasilia, comme change ou donne une nuance, une nouvelle nuance à l'enseignement. Et entre parenthèses, il a aussi dit, il a envoyé cette photo-là d'une aborigène brésilienne qui porte un bracelet plasma. Donc, la science du plasma est rendue loin dans la jungle amazonienne. Ensuite, il parlait du magrafe et il a dit une chose très jolie et très plaisante pour tous les gens qui la comprennent mal. Il a dit, nous avons utilisé les magrafes pour vous amener proche de votre âme par le biais de votre avarice. Il a dit, vous, la plupart d'entre vous, et là j'inclus Aviram, vous avez pensé tout le long, vous avez cherché la puissance du magrafe où? Dans le fil électrique. Ouais, c'est ça. Et vous avez oreilles sourdes et aveugles pour le pouvoir dans votre mental. Et c'est ça ce que le magrafe fait. Pour vérifier ça, encore une fois, il ne faut rien croire, il faut faire notre propre expérience. Il a proposé un exercice. Il a dit, prenez votre temps. Asseyez-vous dans un lieu tranquille et réfléchissez comment vous, votre famille, vos amis et votre environnement fonctionnaient et étaient une année avant que vous avez eu le magrafe, le premier magrafe ou le magrafe. Prenez votre temps et rappelez-vous. Qu'est-ce que les préoccupations, comment la vie se déroulait, les interactions et tout ça. Ensuite, vous regardez qu'est-ce qui a changé après la venue d'un magrafe. Et c'est de cette façon, quand vous faites cet exercice-là, que vous pouvez vous approcher vraiment de la vraie puissance du magrafe. Et là, quand vous faites après cet exercice un autre magrafe, vous pouvez déjà imaginer la différence de puissance. Hein? Alors, on peut un peu négliger la puissance dans le fil électrique. Ah oui, il a dit aussi un truc que ça m'a coulé comme lui. C'était l'eau sur mon moulin. Il a parlé des icônes. Arrêtez de vénérer les icônes des religions. Parce que c'est les mêmes icônes qui servent à vous asservir, qui vous gardez en esclavage. Yes! Il dit, un temple ne peut pas être un bâtiment. Un temple, le seul lieu où un temple véritable peut être, c'est où? Oui, c'est ça. Et il a fini cette capsule avec un autre aspect sur l'interaction des plasmas. Là, on voit le grand plasma bleu et le petit plasma rouge. Le grand nourrit le petit plus faible pour l'amener à son niveau. C'est naturel pour le plasma et ça devient de plus naturel pour nous. Et là, il a expliqué à l'intérieur du plasma plus faible qu'est-ce qui arrive
il prend cette nourriture du grand plasma et il en crée un champ plus fort, particulier, qu'il émet et qui sert à nourrir le grand. Donc, de cette façon, on ne peut plus dire qui nourrit qui. Voilà, ça c'était la principale. J'aime beaucoup ça que c'est M. Kesh et c'est aussi d'autres comme Neville Goddard, comme Greg Braden, Anastasia, qui disent la même chose et ils peuvent nous aider parce qu'ils ont un langage différent. Ils viennent d'un autre endroit du monde aussi. Et ça rend ce que dit M. Kesh plus compréhensible des fois et ça élargit notre compréhension vachement aussi. Maintenant, pour terminer dans notre dessert, on a deux parties. Un, c'est un texte sur le self-healing, la auto-guérison. Lisa, elle dit que la médecine conventionnelle, elle suit plutôt un chemin de guérison linéaire, c'est-à-dire on fait une seule chose, ou on enlève quelque chose ou on met quelque chose dans un système et en espérant que ça fonctionne. Mais on ne considère pas que déjà notre système physique ou mental fonctionne pas linéairement, mais en cercle. Donc, peut-être cette façon, intervention linéaire n'est pas optimale. Et l'intervention plasmatique, elle fait deux choses en même temps. Elle donne ce qui n'est pas assez et elle enlève ce qui est de trop. Donc, de cette façon, elle redonne l'état d'équilibre original. De cette façon, il y a différents niveaux comment on peut comprendre la guérison ou le traitement plutôt par le plasma, par le GANS. Le niveau le plus bas, évidemment, c'est le GANS, c'est juste une autre pilule. Je prends le GANS de nitrogène ou le GANS de soufre pour tuer des bactéries. Voilà. Je prends le GANS de CIO pour annihiler, pour faire collapser des virus. C'est comme antibiotique, hein? Un plus profond, on comprend que le champ, il ne traite pas les choses, il n'y a pas un GANS qui tue les bactéries. C'est juste que le GANS change l'environnement pour, après l'environnement peut être pas propice pour un certain type de micro-organismes. Donc, eux, ils vont s'en aller. À un niveau encore plus profond, le champ agit sur l'âme. L'âme agit sur le mental et le mental n'a plus besoin de maintenir la maladie. Alors, où se trouve le champ et la façon de traiter le plus fort? Et en conséquent, où devrait-on mettre notre effort, chers amis? Enfin, elle a parlé des toutous, on appelle ça des animaux de campagne. Ce chien-là, il est cute, il a attrapé le virus de parvo qui agit sur les intestins. Mais avant de ça, elle dit qu'il faut parler des blessures. Si un animal a des blessures, se fait mordre par un autre animal, par exemple, lavez la plaie avec du plasma liquide CUO. Seulement le plasma liquide, pas le GANS, évidemment. Ensuite, vous faites un mélange de 39 à environ 40% CO2, 60%, alors un peu plus
de zinc oxyde et 1%, c'est-à-dire la gouttelette, fameuse gouttelette d'oxyde de cuivre. Vous pouvez ajouter les gouttes de l'huile essentielle lavande et camomille parce que, comme vous savez, comme le vin, ça passe par le système olfactoratique et ça passe très proche à l'âme, donc effet immédiat et efficacité augmentée. Mélangez ça pendant 4 secondes avec un blender ou un bâton magique et laissez reposer avant de prendre juste le liquide par-dessus. Vous pouvez recombler la bouteille avec de l'eau déminéralisée et passer par le mélanger encore une fois. Le parvovirus, là j'ai trouvé une image de parvovirus, c'est quand même joli. Ça a l'air comme une boule de Noël faite en sapin. Le parvovirus est super contagieux. Donc, quand vous traitez l'animal, lavez après toujours vos mains. Vous pouvez utiliser le même mélange que vous aspergez dans la bouche de l'animal. Quand la maladie est très en force, l'animal va vomir beaucoup. Une fois le vomissement est terminé, vous pouvez ajouter à ce mélange-là du plasma liquide CH3. Si vous le faites avant, je pense que ça peut augmenter les épisodes de vomissement. Ensuite, vous préparez de l'eau tiède avec 30% de plasma liquide oxyde de cuivre pour laver l'animal, laver les couvertures et les endroits où l'animal urine et dort. Vous n'avez pas besoin de laver ça tous les jours ou toutes les 5 minutes. Une fois c'est lavé, vous laissez sécher l'eau qui est là et l'endroit est déjà plasmifié. C'est important de tenir l'animal éloigné des autres animaux. Anyway, l'animal va avoir la fièvre, j'imagine, et pas envie de jouer avec d'autres chiens peut-être. Mais c'est une bonne idée de le garder isolé. J'ai décidé de vous aussi informer du même vidéo que je mets toujours à la fin du bulletin parce que souvent c'est fun de voir, c'est pas nécessairement hyper profond. Ça, c'est une vidéo qui est faite et partagée par Sadhguru. C'est sage indien, admettons. Ça s'appelle Namaskar Yoga for All. Il a trouvé toutes les photos et vidéoclips possibles et pas possibles où toutes les gens qu'on connaît ou pas encore font namasté, comme les mains jointes ensemble. C'est aussi très puissant pour équilibrer son énergie. Alors, vous allez voir Richard Gere, même Hillary Clinton et plein d'autres gens et d'enfants qui font ce geste-là. Et juste les voir passer revue, ça donne espoir. Voilà, mes amis. Peut-être aujourd'hui, c'était plus long qu'avant. Je suis faite. Si vous avez des questions ou des commentaires? C'était plus long et plus riche, beaucoup plus riche encore. Hein? Tu nous gâtes. Hein? Avec plaisir. Salut Aviram, c'est Ram. Une petite question seulement. Je n'ai pas pu suivre les dernières conférences de M. Kesh. J'aurais voulu savoir ce qu'est devenu son projet d'un système qui devait coûter 100 millions d'euros et qui a été destiné à des gouvernements et qui devait être présenté au Brésil. Ouais. Est-ce qu'il en a reparlé? Non. Ah, il n'a pas reparlé, d'accord.
Non, ou je ne l'ai pas entendu, mais je n'ai pas entendu que la conférence en Brésil, on entend comme presque rien. Ah, d'accord. Merci. Bonne soirée. Merci à toi. Ça va? Alors, spasiba, gracias, thank you, merci, dankeschön, obrigado, shukran tout le monde. Merci, Aviram. Merci à Merci, toi, bonne Véran. soirée. Merci, Aviram. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.